10 ans. Depuis 10 ans, la librairie Lamartine crée des rencontres uniques entre auteurs et lecteurs. En 10 ans, nous avons eu le plaisir d'accueillir Pierre Assouline, Dominique Bonnat, Philippe Labro, Michel Fitoussi, Anne Goscinny, Jean-Christophe Ruffin et tant d'autres. Ces confidences, ces dialogues passionnants, ces moments intimes et privilégiés sont d'abord réservés à ceux présents. Pour les partager au plus grand nombre, j'ai décidé de créer ce podcast. Bonjour, je suis Jérôme Elmalek, le dirigeant de la librairie Lamartine. Bienvenue dans les rencontres Lamartine. Pour suivre notre actualité, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter en vous rendant sur notre site www.lamartine.fr et suivre notre page Instagram librairie_Lamartine. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir pour cette nouvelle soirée Lamartine. Voilà, alors merci d'être là. Alors, c'est une soirée très très particulière ce soir, puisque nous recevons deux grands écrivains qui, ce soir, vont nous présenter le livre qu'ils ont fait ensemble. Alors, ce livre, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est La petite fille qui ne savait pas dessiner aux éditions Gallimard. Et ces deux écrivains, vous les connaissez, Anne Goscinny et Emmanuel Guibert. Bonsoir à tous les deux. Alors, c'est une drôle d'aventure que ce livre. Anne, vous le savez, est une grande habituée de ces murs. On a fait le lancement de nombreux de ses livres et elle était à la librairie il y a quelques semaines à peine pour présenter le nouveau tome de Lucrèce, Le Monde de Lucrèce, qui est ce succès que vous connaissez tous. On a dépassé les 400 000, si je me souviens bien. Monsieur Guibert, alors, c'est une autre légende de la littérature pour enfants, dessinateur, scénariste. On lui doit notamment l'incroyable série Ariol. Vous avez le nouveau tome qui vient de sortir, qui est déjà un énorme succès. Et il y a quelques semaines, Anne vient me voir et me dit, voilà, j'ai écrit un nouveau texte. Bon, ok. Voilà, c'était pas totalement prévu puisque le Lucrèce venait de sortir, puisque ton dernier roman était, lui, avait quelques mois, mais était sorti cette année. Et elle me dit, bah voilà, j'ai ce nouveau texte sous la main, j'aimerais qu'on regarde ensemble. Je lis le texte et c'était absolument magnifique. Absolument magnifique. On se revoit et on dit, bah, on peut faire un truc ce soir, on peut faire une soirée. Alors, c'est assez étonnant, c'est un livre pour enfants, mais pas que. Et on se dit, bah oui, on va faire une soirée parce que ce livre mérite qu'on en parle, qu'on échange au-delà d'un dessin sur une signature lors d'une conférence. C'est un livre extrêmement fort et je pense, on est déjà quelques-uns à le penser, que si ce n'est pas le meilleur livre signé par Anne, ce n'est pas loin, et que les dessins qui accompagnent ce livre amplifient de manière absolument merveilleuse ce récit d'enfance. Alors, on va essayer de ne pas tout raconter parce que, comme vous avez pu le voir, le livre n'est pas très gros et que chaque histoire qui articule la colonne vertébrale de ce livre va vous donner, en fait, les étapes de la vie de cette petite fille. Donc, on va éviter de rentrer par rapport à ça. Moi, ce que je voulais d'abord, bien évidemment, poser comme question, c'est comment est née cette petite fille ? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu as pris le crayon et que tu t'es lancé dans cette nouvelle aventure ? En fait, bonjour et merci d'être là encore une fois. Je crois que les enfants passent leur enfance à répondre à une injonction qui est « fais un dessin ». Fais un dessin pour maman, fais un dessin pour remercier le Père Noël de t'avoir tant gâté, fais un dessin pour ta grand-mère, fais un dessin pour remercier ton parrain des chocolats qu'il t'a offert et que t'aurais pas dû manger. Fais un dessin. Et moi, je suis une handicapée du dessin. Et toute mon enfance, j'ai dû contourner cette injonction et inventer des subterfuges pour contourner effectivement cette injonction et trouver des moyens de quand même faire plaisir à maman, au Père Noël, à ma tante, à mon parrain qui m'avait offert des chocolats. Et c'est vrai qu'un matin, je me suis dit, peut-être qu'il est temps d'essayer de raconter cette drôle d'histoire. Je savais pas encore sous quelle forme j'allais la raconter. J'avais envie d'en faire un récit pour enfants puisque j'ai découvert l'écriture pour enfants grâce à Lucrèce et surtout grâce à un très très grand monsieur de l'édition et de la jeunesse qui me fait l'honneur et l'amitié d'être là ce soir, qui s'appelle Jean-Philippe Arouvigno, qui est mon éditeur chez Gallimard et qui m'a tout appris, qui m'a appris comment m'adresser aux enfants parce que c'est pas facile, qui m'a expliqué que les enfants il fallait jamais leur lâcher la main, qu'il fallait toujours leur donner envie de lire le paragraphe suivant, l'histoire suivante et même si tout va bien, le volume d'après. Et forte de cet enseignement que je suis à la lettre et avec beaucoup d'admiration et de respect, je me suis dit, je vais peut-être me lancer dans autre chose que Lucrèce
et peut-être dans un récit qui serait presque autobiographique. Et me voilà partie dans l'histoire de cette petite fille qui ne savait pas dessiner. Mais comme elle ne savait pas dessiner, il fallait bien lui trouver un illustrateur à cette petite fille. Et voilà. C'est là qu'Emmanuel entre en scène. Alors je vais juste un peu plus loin, parce que quand j'ai donné mon texte à Gallimard Jeunesse, tout de suite ils ont dit « Ah oui, c'est formidable, oui, on publie, mais il va falloir trouver un illustrateur. » Et j'ai dit « Moi, j'ai un très bon copain, et surtout très vieux copain, puisqu'on se connaît depuis plus de 40 ans avec Emmanuel, même si on est très jeunes tous les deux. » J'ai dit « Mais je vais demander à Emmanuel Guibert. » Et alors là, Thierry Laroche, qui est l'éditeur chez Gallimard, je pense qu'il rigole encore. Il dit Emmanuel Guibert, mais Emmanuel Guibert, c'est une superstar. Jamais. Emmanuel Guibert illustre ses propres textes. Jamais, quoi. Donc, je partais avec un éditeur positif qui croyait en moi et qui savait que j'allais donc réussir. Et j'envoie le texte à Emmanuel, qui me répond très très vite, qui m'envoie ce mail que j'ai appris par cœur, parce que parfois il y a des textes qu'on est très heureux d'apprendre par cœur pour se les répéter les jours qui sont un peu gris, les jours où ça va moins bien. Il m'a répondu « Écoute, en principe, je n'illustre que mes propres textes, mais comment résister à cette petite fille qui ne savait pas dessiner, mais qui savait si bien écrire ? C'est oui, je t'embrasse, Emmanuel. » Là, je crois que je te laisse la parole, là. Ça s'est passé ainsi. Quand j'étais donc lycéen, en classe de seconde, je crois, ou en première, très franchement, tu n'étais plus tout à fait la petite fille qui ne savait pas dessiner, mais pas loin. Hein. Donc, j'ai su que la fille de René Goscinny était dans mon lycée. J'ai été pris d'une tachycardie endiablée. Et j'ai demandé qu'on veuille bien me la désigner de loin. Voilà. J'aurais été incapable de passer outre, d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire d'essayer de bredouiller quoi que ce soit. J'ai vu Anne de loin. Cette attitude vous décrit assez bien l'état de dévotion qui était le mien. Et un peu d'eau a coulé sous les ponts. Et j'ai écrit non pas à Anne, puisque j'aurais été encore une fois beaucoup trop intimidé pour le faire, mais néanmoins, j'ai eu le culot d'écrire à Gilberte. Je pense que tu réécris un peu l'histoire. Je réécris. Tu m'as écrit. Oui. Tu m'as écrit une lettre et je me suis dit, cette lettre est la lettre d'un psychopathe. Ah, voilà. Là, je me reconnais, Voilà. enfin. J'étais en 4e, ou je crois que tu étais en première ou en terminale. Mhm. Et tu m'as dit, tu m'as vouvoyé alors que j'étais une enfant. Ça m'avait beaucoup impressionné, mais c'est ta très bonne Je éducation. parlais à la famille, en fait. Et tu m'as dit, chère Anne, je sais que le lundi à 10h, vous êtes salle 312 en physique-chimie. Je sais qu'à 14h, vous êtes en français en salle 216. Et le gars, il me déroule mon emploi du temps. Je dis, mais ce type est fou. Et on a fini par se croiser en salle 316 en physique-chimie un lundi. On dirait une chanson de Vincent Delerme, en fait, mon histoire. Quand en même. fait, tu avais un désir, Ouais. chaste. Tu voulais voir le bureau de mon père. Alors, ouais. Tu te souviens ? Ah ben je m'en souviens, d'autant plus que... Mais alors ça s'est passé plus tard. Ça s'est passé après la publication de mon premier bouquin. Donc là, pour le coup, j'étais moustachu avec du poil aux pattes. Et je l'ai envoyé à Gilberte. Je n'ai pas eu de réponse. L'eau a coulé sous les ponts. Et tu m'as écrit. Parce que tu as trouvé dans un secrétaire la lettre que j'avais écrite à Gilberte. Et alors c'est comme ça qu'on a renoué. Tu m'as fait venir dans un appartement de la rue des Fossés Saint-Bernard ou de la rue des Fossés Saint-Jacques. Les Fossés Saint-Jacques, voilà. Et j'avais dessiné pour toi 2 éléphants, je me souviens, que j'étais allé d'ailleurs copier au musée Guimet. Voilà. C'était de l'art asiatique. C'était 2 Ganesh, comme ça, enlacés. Et je sais pas quel était le message, mais il consistait à dire voilà tout l'amour du monde. Et donc ce jour-là, tu m'as dit, alors je sais pas ce qu'il allait advenir de l'appartement de la rue Boulainvilliers, mais tu m'as dit faut le voir maintenant parce que après ce sera trop tard. Donc dardard, la semaine suivante, on s'est retrouvés
sur la terrasse de la rue de Boulainvilliers, pas loin d'ici, et j'ai vu. Tu m'as fait la visite. Voilà. Ce dont je te reste éminemment reconnaissant, parce que c'était très important pour moi de voir ce lieu, étant donné, voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la dévotion qui est la mienne, et que je peux résumer en quelques mots. J'ai appris à lire avec René. J'ai compris assez vite qu'il était quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a eu une période où je le lisais, où je pensais qu'il n'existait pas, mais que seul existait Astérix, Lucky Luke, le petit Nicolas, procès en eux-mêmes et sans créateur. Et puis, du jour où j'ai compris que derrière, il y avait quelqu'un qui tirait les ficelles, et que surtout, dans le même mouvement, j'ai découvert sa physionomie, son pédigré, à une époque évidemment où je pouvais raisonnablement m'attendre à 2 ou 3 parutions annuelles. C'était paradisiaque, extraordinaire de penser que j'étais le contemporain de cet homme, du haut de mes 6 ans. J'en ai conçu une sorte d'amour supraterrestre qui nimbait Anne et qui donc a déterminé la monomanie qu'elle a décrite tout à l'heure, et qui n'a pas changé d'un iota. J'en suis toujours au même point. J'ai la même admiration, la même gratitude, le même amour charnel pour Goscinny, en fait. Voilà. Et il s'étend à toute la famille. Il faut placer les choses au niveau où elles sont. C'est-à-dire qu'on peut tenir des propos professionnels, on pourrait le faire en disant voilà, j'ai été contacté, j'ai accepté d'illustrer un livre, et maintenant il est là, et qu'il vive sa vie, etc. Mais on n'en est pas là. On est vraiment dans un cadre qui plonge ses racines aussi profondément pour Anne dans l'histoire qu'elle raconte que pour moi, qui l'ai précédée en ce monde de quelques années. Et peut-être que ce qui fait éventuellement la séduction de ce livre ou sa réussite, c'est que l'un et l'autre, je pense, on y met notre enfance, et que cette enfance a un pôle commun. Évidemment pas question ici de parler de ce que c'est que l'intensité de la relation d'une petite fille avec son papa, mais moi, dès lors que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que j'ai compris l'existence de cet homme, qu'il a eu pour moi une silhouette et l'activité surabondante qui était la sienne, et qui fait que, disparaissant à 51 ans, il nous a laissé un patrimoine absolument phénoménal dont nous jouissons toujours. Voilà, du jour où j'ai compris ça, je lui ai voué un amour filial, n'ayons pas peur des mots, parce que je considère qu'on a des papas biologiques, et puis on a des papas qui nous montrent le chemin de la vie qu'on va mener. Moi, je fais ce métier en grande partie par lui et grâce à lui. Et c'est donc, voilà, je ne vais pas en dire plus, mais c'est la tonalité de notre collaboration. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui plonge dans ce qu'on a de plus précieux, qui est notre généalogie. Tu as reçu 2 fois le prix qui porte son nom. Une fois pour La fille du professeur, je crois que c'était en 1997 avec Johann Sfar. Avec Johann Sfar, oui. Et puis plus récemment pour l'ensemble de ton œuvre. Et quand tu as reçu ce second prix pour l'ensemble de ton œuvre, tu n'as pas fait un discours, tu as chanté. J'ai chanté la chanson de mon papa. Ouais. Voilà, et ça fait ma joie. Parce qu'Emmanuel chante bien, Emmanuel joue de la guitare, et Emmanuel est assez agaçant, il est doué pour à peu près tout. Et je dois dire que moi j'ai été très très heureuse que tu aies ce prix 2 fois. Et notamment pour l'ensemble de ton œuvre qui est immense. Nous voilà ici pour parler de ce livre dont on me demande souvent. Là, je viens d'aller le dédicacer au Salon du Livre de Brive, enfin à la foire du Livre de Brive. Ça tient plus d'une foire que d'un salon. Et les gens me demandaient, mais c'est pour quel âge? Alors moi, en bonne vendeuse, je dis, mais quel âge a votre enfant? Histoire d'adapter ma réponse. Si l'enfant a 2 ans, je dis, 2 ans, c'est très bien. Si la personne n'a pas d'enfant, ce qui peut arriver, mais c'est pour vous, bien sûr. Bon, j'ai réussi à en fourguer 35. Mon éditeur m'a félicité. Bon, j'ai vendu beaucoup plus de Lucrèce, heureusement. Et puis, j'ai eu quelques réactions par Instagram, etc., de gens qui ont beaucoup aimé et qui regrettent que ce soit pas du tout un livre pour enfants. Voilà, donc c'est vrai que j'ai demandé tout à l'heure à Aimé, qui s'occupe du département jeunesse ici, mais à qui le recommanderiez-vous, ce livre? Et la réponse n'a pas été très claire. Voilà, c'est un livre, je pense,
qui va toucher sans doute les enfants que nous avons tous été, ou qu'en tout cas Emmanuel et moi continuons d'être sans doute. Et c'est un livre pour les illustrations, puisqu'on parle très mal de soi. Et donc je vais parler d'Emmanuel. Emmanuel est venu chez moi et il a regardé plein de photos de famille. Il a fait une sélection et avec sa sélection, il a illustré ce livre, qui est donc un livre autobiographique. Voilà, en reproduisant non seulement mes parents, mais aussi notre vie de famille et l'ambiance de ces années 70, avec génie, je trouve. Alors moi, ce que je vous propose, parce que c'est quand même très très difficile de parler de ce livre sans le dévoiler complètement, puisqu'il est court, il y a 9 histoires, il y a environ 80 pages. Je me suis dit que peut-être pour vous donner envie de le lire, c'est pas parce que vous êtes là que vous allez l'acheter. Vous avez en face de vous quelqu'un qui arrive du Salon du Livre de Brive. Donc, je sais ce que c'est. Rien n'est évident. Je vous propose de vous lire une histoire, une des 9 histoires. Est-ce que vous voulez? Juste... Ça, c'était une question rhétorique parce que de toute façon, je l'aurais fait. Alors, avant qu'on écoute Anne lire une des histoires, effectivement, l'idée n'était forcément de ne pas vous raconter l'histoire du livre. Je reviens juste sur la question de l'âge. Parce que c'est une question forcément qu'on se pose depuis qu'on l'a lu. On se l'est posé avec Aimé, on se l'est posé tout à l'heure. J'ai eu une rencontre avec des parents d'élèves qui organisent une fête, qui avaient énormément aimé le livre qu'on leur avait prêté avant parution. Voilà. Et la question de l'âge revient tout le temps. Mais il y a la question, et vous allez le découvrir en lisant ce livre, c'est que en fait, effectivement, hormis l'aspect commercial du à tout le monde, il y a de ça. Parce qu'en fait, l'histoire va fonctionner sur plusieurs niveaux, puisque c'est à la fois un roman initiatique, l'histoire d'une petite fille qui grandit, et qui grandit au travers des épreuves. Et l'épreuve, là, est symbolisée par ce dessin qu'elle ne sait pas dessiner. Et comme beaucoup d'épreuves qu'on a enfant, j'ai trouvé... Moi, j'ai pas été confronté à cette histoire de dessin, mais à d'autres épreuves qui sont récurrentes quand vous êtes enfant. Et ce livre est totalement universel. Peux-tu nous en parler ? En fait, le livre est totalement universel. C'est-à-dire que, et son tour de force, c'est que d'abord, c'est effectivement un magnifique livre de famille, un magnifique livre sur l'enfance, mais c'est aussi quelque chose de personnel. Dès l'ouverture, le premier chapitre, tu dis, c'est moi, en fait. Et les dessins, forcément, on reconnaît les personnages. Et en même temps, je pense que ce livre peut toucher tout le monde, de par, justement, ce côté totalement universel du comment on fait pour grandir. J'avais fait une première version de ce livre que j'ai donné à mon éditeur dans une belle pochette cartonnée avec mes propres dessins. Là, j'ai senti un petit flottement et on a appelé Emmanuel. J'ai senti que Gallimard n'allait pas cautionner ce... Alors donc, il y a 9 histoires et je vais vous en lire une. Alors, c'est une histoire qui s'appelle « Le survivant ». Nous profiterons d'être de passage à Los Angeles pour aller saluer mon oncle Boris, me dit papa un jour. C'est qui Boris ? Je demande. Le frère de ma mère, précise papa. Je ne savais pas que Boubé avait un frère. Elle en avait même 4, explique papa tristement. Où sont les autres ? Papa, pour toute réponse, m'embrasse dans les cheveux. C'est la première fois que je vais en Amérique. Je suis folle de joie. Nous passons 2 jours à Disneyland. Papa et moi, on fait une dizaine de fois l'attraction Les Pirates des Caraïbes et au moins autant de fois la maison hantée. Maman nous attend à la sortie au soleil. Elle dit en rigolant qu'elle n'aime ni les pirates ni les fantômes. Il me tient par la main, heureux de me faire partager son rêve. J'ai 8 ans. Tout à l'heure, nous irons goûter chez mon oncle Boris. Tu sais, mon trésor, m'avertit papa, quand on quitte à regret le parc d'attractions, c'est un très vieux monsieur. Il vit seul, il n'a pas d'enfant, et je ne l'ai pas revu depuis... Depuis quand ? Très longtemps. Je devais avoir 12 ans. J'essaye d'imaginer papa à 12 ans, je n'y arrive pas. Nous nous garons devant un immeuble gris, écrasé par un bâtiment bien plus haut. Tout l'immeuble est dans l'ombre. Boris nous attend devant la porte de son appartement. Nous venons de quitter l'été, le jour, la lumière. D'un seul coup, nous sommes en hiver, de nuit, dans l'obscurité.
L'oncle de papa est un très vieux monsieur, pas très grand, un peu rond, il a des petites lunettes dorées. Dans la pénombre, il me semble discerner sur son visage des fossettes qui ressemblent à celles de papa. Boris et papa s'embrassent. Puis Boris serre la main de maman. « Bonjour, petite », me dit Boris. « Tu dois être Anne ? Moi, je suis l'un des frères de ta grand-mère. Je l'aimais beaucoup, tu sais. » « Et ses autres frères, ils sont où ? Je demande un peu intimidée. Boris regarde papa qui baisse la tête. Il a préparé un plateau avec 4 verres, une carafe de jus d'orange et une assiette de biscuits. Nous nous asseyons tous les 3 sur un divan en velours vert face à Boris. « Tu aimes la vie à Los Angeles ? Demande papa. « Oui, mais non, je ne sais pas vraiment, répond Boris. Moi, je bois mon jus d'orange, je mange 2 ou 3 biscuits trop secs et pas assez sucrés, et je m'ennuie ferme pendant qu'il parle avec papa et maman. Il semble s'en apercevoir. « Viens avec moi, petite, je vais te montrer quelque chose. » Boris ouvre alors une vitrine, en sort un petit chat en porcelaine blanc avec les yeux bleus. « Tiens, tu peux jouer avec, mais ne le casse pas. Il est comme moi, il est fragile. Il vient de loin, tu sais. C'est un survivant. » Maman, voyant le drame arriver, la chute du survivant, suggère à Boris de me donner une feuille de papier et des crayons de couleur. Elle pose le chat sur la table ronde au centre de laquelle il y a un bouquet de fleurs dans un vase sans eau et m'installe sur une chaise. « Dessine le petit chat et tu offriras ton dessin à l'oncle Boris. » Mais moi, je ne sais pas dessiner. Et en plus, Boris n'a pas de crayon de couleur. « Tiens, petite, à la place, je te prête mon stylo plume. » Le petit chat de porcelaine et moi, on se regarde. Dans ses yeux bleus, je vois ceux de l'oncle Boris. J'aimerais bien demander au petit chat d'où il vient. Et puis, je comprends que le petit chat préfère oublier. Je m'applique pour le dessiner, je le déplace délicatement pour mieux l'observer. Boris parle beaucoup. Papa, lui, reste silencieux. J'essaye d'écouter, j'attrape des mots au vol. J'ai du mal à me concentrer sur mon modèle quand, à côté de moi, il est question de guerre, de mort, de chagrin, d'attente, d'espoir et finalement de nuit. Pour la première fois de ma vie, je suis heureuse de ne pas savoir dessiner. Plus je regarde le petit chat, plus je crois voir des larmes couler sur ses joues de porcelaine. Je n'ose pas penser ce que j'aurais dessiné si j'avais su mettre en couleur tout ce que je vois dans ses yeux. Puis papa se lève, serre Boris dans ses bras. Je viens juste de terminer mon dessin, je l'offre à l'oncle Boris. « Tenez, c'est pour vous. Merci, petite. Tu sais, c'est la première fois qu'un enfant me fait un cadeau. » Il rouvre sa vitrine et à la place du petit chat, il affiche mon dessin. Puis il me tend le petit chat en porcelaine. « Cet objet vient d'Ukraine, où ta grand-mère et moi nous sommes nés. Il a voyagé avec elle jusqu'à Paris. Quelques jours avant que mes frères ne soient arrêtés par les Allemands, je me suis enfuie et, va savoir pourquoi, je l'ai emporté. Il me rappelle notre enfance. Garde-le bien, petite. Un jour, ce sera à toi de raconter ce que tu viens d'entendre. Mes frères ne sont jamais revenus. Ce petit chat et moi, nous ne cesserons jamais de les attendre. Papa, maman et moi, on dit au revoir à l'oncle Boris. Contre moi, je tiens précieusement le petit chat, le survivant. Je suis contente de retrouver la rue, le jour, le soleil. Tu sais, ton dessin, ça lui a fait drôlement plaisir à Boris, me dit papa en remontant dans la voiture. D'où ils ne sont pas revenus, les frères de l'oncle Boris, je demande. Papa ne répond pas, maman l'embrasse et nous partons. Le petit chat de l'oncle Boris vit chez nous désormais. De temps en temps, j'ouvre la vitrine et je le caresse
comme si sous la porcelaine battait un cœur. Et, bon. Emmanuel a parfaitement dessiné le petit chat de l'oncle Boris. Et j'ai pu dessiner le petit chat de l'oncle Boris pour la raison que, comme Anne vient de le dire, il est derrière la vitrine, pas loin d'ici, et que c'était une des raisons pour lesquelles je voulais passer du temps à la Fondation Goscinny et voir les documents qu'Anne voudrait bien me laisser consulter, parce que je voulais saisir en fait l'occasion, la perche qu'Anne me tendait, l'occasion qui m'était offerte d'entrer dans une intimité. Voilà. Une des choses que je voulais voir, c'était Goscinny heureux. Je l'avais vu rigoler avec ses copains. Je pense qu'il a dû être très heureux avec un certain nombre de ses amis qu'on connaît tous, parce que pour la plupart, c'était des collaborateurs étroits. Mais il y avait un René que je n'avais pas vu, qui était le père et le mari, ou que je n'avais vu que de manière incidente, comme ça, dans quelques photos qui ont circulé dans des monographies que je possède toutes. Mais Anne m'a ouvert des albums de photos, je l'en remercie. C'est un jardin secret, donc c'était pour moi extrêmement touchant d'y pénétrer. Mais j'avais envie de ça avant que de me lancer dans l'illustration, parce que je ne me serais pas vu inventer, quand bien même ces dessins sont cérébraux, c'est-à-dire que j'ai pas recopié les photographies, mais j'avais besoin de voir un certain nombre de choses. Je le lui ai dit d'ailleurs avant de lui rendre visite avenue Victor Hugo. Je voulais voir des fauteuils, je voulais voir auxquels elle fait allusion d'ailleurs. Je voulais voir un arbre de Noël, je voulais voir tout ce qu'on voit volontiers sur des photographies d'albums de photos d'enfance du temps où ces objets existaient. Et c'est ce que j'ai vu pendant ces quelques heures qu'on a passées ensemble là-bas. Et puis en plus, donc il y a le bureau de René, il y a la machine à écrire de René, puis c'est la vraie celle-là. Et parce que, comme pour toutes les légendes, il y a parfois des objets qui circulent et qui sont plus ou moins authentiques. Là, il y a ces objets, voilà, il y a son porte-cigarette, il y a voilà. Et quand on a une existence relativement dégagée d'un certain nombre de rituels, ce qui est le cas de nos générations, ça ne nous dispense pas pour autant du sentiment religieux. Et donc, moi, j'avais besoin de voir vraiment des ex-voto, la Sainte Face sur le voile de Turin. Donc, c'est ce qu'Anne m'a dévoilé ce jour-là. Et voilà, au milieu de tout ça trônait le petit chat, donc j'ai pu en effet dessiner un petit chat tel qu'en lui-même. Et puis tu as été récemment reçu à l'Académie des Beaux-Arts, voilà donc académicien. T'entendre citer mon père souvent pendant ton discours à l'Académie des Beaux-Arts a été un des moments les plus émouvants de ma vie, puisque il est assez probable que si mon père avait vécu, il aurait peut-être intégré cette institution. Ah bah, il aurait été. Et je dois dire que quand tu l'as plus cité, que chez lui, Quand tu l'as cité, j'avais l'impression qu'il était là. Et voilà. Oui, j'ai lu un épisode du Petit Nicolas sous la coupole. J'ai lu, je me rappelle plus d'ailleurs de quel épisode. C'est le jour où il reçoit le ministre. Voilà, le ministre. C'est la visite du ministre. Et quand je suis allé, après ma lecture, me rasseoir au milieu des académiciens, j'avais derrière moi notre chancelier qui s'appelle Xavier Darcos et qui s'est penché vers moi en me disant moi, celle que je préfère, c'est « On a eu l'inspecteur ». Voilà. Donc on a fait tout un pataquès autour de l'entrée de la bande dessinée à l'Institut, en la personne de Catherine Meurice. Et puis ensuite, j'ai suivi le mouvement. En fait, on s'est rendu compte évidemment qu'on arrivait en terrain conquis chez des gens qui ont lu tous autant qu'ils sont des albums de bande dessinée dans leur jeunesse, et parfois plus tard, puisqu'ils connaissaient aussi les nôtres. Et il va de soi que donc il y aura l'année prochaine, on peut le dire, un événement autour de la bande dessinée à l'Institut de France, organisé par les 5 académies conjointes, et ça se déroulera sur 3 jours ou 2, je sais plus, non 2 jours, un vendredi et un samedi.
Et je sais pas si on peut l'annoncer, mais forte chance que... Parce que l'année prochaine, ce sera le 100e anniversaire de la naissance de mon père. Et comme la vie est bien faite, l'année d'après, ce sera le 50e anniversaire de sa disparition. Donc ceux qui ont raté une session peuvent se rattraper l'année d'après. Donc le prix Goscinny sera remis à l'Académie, à l'Institut de France pour l'occasion. Eh bien, merci à tous les deux. Si. C'est vraiment très difficile de parler de ce livre. C'est très difficile sans tout raconter. Donc je vous engage à le lire. Si vous voulez pas l'acheter, faites-le vous prêter. C'est la fille qui arrive de Brive, un peu traumatisée. Mais je t'assure, madame, prends-le. Et contrairement à ce qu'on a pu peut-être évoquer là, le livre est souvent, drôle, et il y a une lumière qui s'installe progressivement, histoire après histoire, et qui finit par emporter le tout. Merci pour ça. Merci à tous les auteurs qui nous font confiance pour ces rencontres, ainsi qu'aux maisons d'édition, et à l'équipe de libraires qui s'investit énormément dans ces rencontres pour en faire des moments de partage et de plaisir. Merci à la maison de chocolat Damiac dont le soutien a permis la création de cette série. J'espère que cet épisode vous a plu. Le prochain sera consacré à Héloïse d'Ormesson autour du titre inédit de son père Jean d'Ormesson, Quand l'enchanteur vient au monde. À bientôt!